Si vous étiez piégé dans un monde parallèle et contraint de jouer à des jeux mortels pour sauver votre petit ami, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre tous les jeux de la mort dans Die Now partie 2. Cet étudiant va regretter d'avoir une petite amie. Shihachi se réveille dans une chambre d'hôpital sans savoir comment il est arrivé là. L'homme est traqué par une bande de mercenaires après avoir gagné une série de jeux de la mort, mais il n'a pas la moindre idée de qui voudrait le tuer. C'est alors que quelqu'un entre dans la pièce et se présente comme le chef du service de sécurité de Die Now. Il s'excuse de ne pas avoir pu aider le jeune homme et explique que les mercenaires qui l'ont attaqué ont été engagés par un autre joueur. Le chef ne peut pas révéler de qui il s'agit, mais il précise qu'il s'agit de quelqu'un que l'étudiant a rencontré dans un des jeux de la mort et qu'ils ne peuvent pas punir le joueur pour avoir enfreint les règles à moins que quelqu'un ne soit tué. C'est la politique de l'entreprise. Mais bientôt, ce jeune homme devra risquer sa vie dans 8 nouveaux défis terrifiants pour sauver sa petite amie. Plus tard dans la journée, son garde du corps attitré conduit l'étudiant à l'entrée du prochain défi et lui souhaite bonne chance. Déterminé à gagner, le jeune homme se dirige vers un portail et se retrouve au milieu d'une forêt avec un groupe d'autres joueurs. Le maître du jeu prévient que quand un ennemi devient un ami, c'est qu'ils ont des avantages mutuels, mais que quand un ami devient un ennemi, c'est une question de survie. La voix décompose les règles et explique que 10 personnes feront équipe contre un 11e joueur qui jouera le rôle d'un tueur qui traquera le groupe. Ils auront 9 jours pour découvrir l'identité du meurtrier et gagneront des points si 2 personnes ou plus survivent. Mais il y a un piège. Quiconque révélant des informations personnelles, tentant de découvrir le rôle d'un autre joueur ou attaquant le tueur, sera disqualifié. Pour compliquer encore les choses, ils devront fournir une preuve indéniable de l'identité du tueur. Une fois tout expliqué, le jeu commence. Confus, les joueurs discutent ensemble des règles et l'étudiant suggère que le tueur pourrait avoir une arme à courte portée. Ça leur donnerait une chance de le surprendre en train d'assassiner quelqu'un. Et c'est alors que ce joueur prend la parole. Il révèle qu'il a déjà joué à ce jeu. Et il pense que le tueur doit être très expérimenté s'il est confronté à 10 personnes. Soudain, l'homme disparaît et le maître du jeu annonce qu'il a été disqualifié pour avoir divulgué des informations personnelles. C'est une punition sévère et les autres sont terrifiés à l'idée d'enfreindre les règles. Mais le joueur numéro 8 les rassure, insistant sur le fait qu'ils peuvent gagner en travaillant ensemble. Il ouvre une mallette sur le sol et découvre des provisions pour survivre. Mais il révèle aussi qu'il n'y a rien qu'il pourrait utiliser pour combattre le tueur. Soudain, le maître du jeu annonce qu'il a dévoilé des informations personnelles, et l'homme disparaît de la forêt. Les autres n'en croient pas leurs yeux, mais cette fille a déjà un plan astucieux. Ok, ces jeux de la mort ne s'arrêteront jamais. Ce gars a déjà réussi à relever 8 défis dans 2 jeux différents, et il n'a toujours pas retrouvé sa petite amie. Maintenant, il doit passer 9 jours dans la forêt en essayant d'éviter de se faire assassiner. Pour être honnête, avec tout ce que l'étudiant a déjà enduré, la solution la plus simple serait de trouver une nouvelle petite amie qui a des hobbies plus sûrs. Mais s'il était attentif, il aurait déjà vu un moyen plus rapide de battre ce jeu ici. La première chose à souligner, c'est que ce jeu veut nous faire croire qu'il n'est que coopératif. Si 2 joueurs survivent, tout le monde recevra 5 points. Si on découvre qui est le tueur, alors tout le monde recevra 9 points. Et il sera facile de penser qu'on travaille tous ensemble contre un 11e joueur qui n'est pas là. Le problème, c'est que le jeu n'a jamais dit que le tueur n'était pas parmi nous. C'est un signe clair qu'il ne faut pas faire trop confiance à ses coéquipiers, et la première personne qui s'en rendra compte aura un énorme avantage. Si le tueur était un des 10 joueurs, il serait moins prudent dans son comportement s'il avait l'impression que tout le monde lui fait confiance. C'est pourquoi si c'était moi, je renforcerais les stratégies de coopération au sein du groupe. De cette façon, on pourra faire en sorte que le tueur se sente suffisamment en sécurité pour prendre des risques, ce qui nous donnera une meilleure chance d'observer son comportement suspect. Heureusement, on a toujours nos téléphones. Et dans cette optique, je prendrai des notes sur chaque discussion en notant ce que chaque personne dit et pourquoi, parce que ça révélera des schémas de pensée. Le tueur essaiera d'isoler les joueurs du groupe pour avoir des occasions d'attaquer, et l'enregistrement de chaque interaction montrera très clairement qui essaie de manipuler les autres et de les attirer vers le meurtre. Maintenant, selon les règles, on doit aussi avoir une preuve indéniable de l'identité du tueur avant de l'accuser. Mais la meilleure façon de le confirmer, c'est de prédire la première cible du tueur et de la suivre. Selon la logique déductive, il s'agira probablement du joueur le plus confiant du groupe, parce que le tueur devra le manipuler pour qu'il se fasse tuer sans que personne ne le sache. On doit également tenir compte du fait qu'il voudra éliminer le joueur le plus fort ou le plus intelligent, parce qu'il représente la plus grande menace, et qu'il est le plus vulnérable au début du jeu quand il a moins d'informations à sa disposition. En gardant un œil sur ses cibles principales, on aura les meilleures chances d'identifier le meurtrier. Et si on observe une activité de manipulation autour d'un de ses joueurs, on pourra le suivre et espérer prendre le meurtrier en flagrant délit pour gagner la partie. En enquêtant sur les mallettes des joueurs disqualifiés, la joueuse numéro 7 indique clairement qu'elle va essayer de tester une limitation du jeu. Et elle boit une gorgée de leur eau. Il ne se passe rien. Ce qui veut dire qu'ils peuvent utiliser les objets des autres. Et elle insiste sur le fait qu'ils doivent tous se répartir les provisions. Mais quand l'étudiant examine sa propre mallette, il se rend compte qu'il n'y aura pas assez d'eau pour tenir 9 jours. Le seul moyen de survivre sera de voler les autres joueurs, et il avertit ses coéquipiers de ne pas divulguer d'informations personnelles. C'est alors que la joueuse numéro 7 lui dit qu'ils doivent parler. Après avoir obtenu un peu d'intimité, la jeune fille lui fait comprendre qu'elle est au courant de la situation de l'eau. Et elle lui suggère de laisser les autres se faire assassiner, afin d'avoir plus de provisions et d'avoir une meilleure chance d'identifier le tueur.
Mais l'étudiant est choqué. C'est impitoyable. Un autre joueur les interrompt et insiste pour qu'ils discutent en groupe. Il a également compris qu'il n'y avait pas assez de provisions dans les mallettes, mais il sait où en trouver d'autres, et il conduit le groupe à travers les bois. Arrivé à un endroit près d'une rivière, le gars plus âgé apporte un récipient rempli d'eau de source et les autres suggèrent de camper ici, puisqu'ils auront maintenant assez de provisions pour survivre pendant 9 jours. L'homme plus âgé boit un verre dans ce gobelet, insistant sur le fait qu'ils doivent goûter cette eau. Et alors que ses coéquipiers vont chercher leur gobelet, il s'effondre soudainement sur le sol, mort. Terrifié, le groupe se rassemble autour de lui tandis que le maître du jeu annonce qu'ils n'auront que 10 minutes pour examiner son corps avant qu'il ne soit retiré de l'arène. La joueuse numéro 7 réalise que l'eau de la rivière est empoisonnée, et l'étudiant souligne qu'ils auraient dû s'attendre à ce que ça se produise. On leur a donné peu de matériel pour les inciter à faire cette erreur, et ça rend les autres méfiants. Il leur semble sans cœur, mais la jeune fille vient à sa rescousse, insistant sur le fait qu'il ne fait que leur rappeler d'utiliser les ressources avec précaution. C'est leur seule chance de gagner. Au coucher du soleil, la jeune fille suggère qu'ils se mettent par deux pour monter la garde, pendant que le reste du groupe dort. Elle décide de travailler avec Shihachi et ils se séparent pour commencer à monter le camp. Le lendemain matin, l'étudiant remarque que ces deux joueurs discutent ensemble. Mais quand l'un d'eux s'en va, la joueuse numéro 7 s'approche de cet intello et lui offre un gobelet d'eau. C'est un beau geste, mais il ne faudrait faire confiance à personne dans ce jeu. Cette nuit-là, les joueurs sont en train de dormir quand le maître du jeu les réveille et leur annonce que quelqu'un a été assassiné. Sortant de leur sac de couchage, ils découvrent le joueur numéro 6 étendu sur le sol, mort, et son partenaire les informe qu'il est tombé d'un coup. C'est alors que cette fille remarque quelque chose qui dépasse de son cou. C'est une aiguille empoisonnée, et le joueur numéro 9 insiste sur le fait qu'il n'a rien entendu ni vu qui puisse révéler l'identité du tueur. En analysant l'arme du crime, l'étudiant leur dit que puisque personne n'a entendu aucun tir, la physique veut que le meurtrier n'ait pu tirer cette aiguille qu'à une distance de 10 mètres maximum, et il soupçonne le tueur de frapper à nouveau très bientôt. Ok, la situation s'aggrave rapidement, et on a déjà notre premier meurtre du jeu. La majorité des joueurs dormaient quand l'homme est mort, et ils n'ont rien vu. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'on aurait dû s'attendre à ce que ça se produise. Tout le monde savait que c'était le moment idéal pour le tueur de frapper, parce qu'il n'y avait que 2 personnes éveillées. Maintenant, quelqu'un est mort. Et c'est une issue tellement évidente que le groupe aurait vraiment dû avoir un meilleur plan dès le début. Si c'était moi, je ferais en sorte de multiplier les occasions de prendre le tueur en flag. Et comme il pourrait faire partie de ce groupe, ça signifierait qu'on doit créer des plans secrets qui seront partagés avec des groupes plus restreints. Il aurait été beaucoup plus intelligent de dire à tout le monde qu'il y aurait une garde de nuit à 2, mais de demander en privé à un autre joueur de faire le guet avec nous en faisant semblant de dormir. Cette simple stratégie aurait pu nous donner les informations dont on avait besoin pour confirmer l'histoire de cet homme, parce que pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il dit la vérité. Vous pourriez penser que faire confiance à quelqu'un pour vous aider est une stratégie risquée s'il s'agit du tueur. Mais ce serait en fait une bonne nouvelle, parce qu'il se rendrait compte qu'on surveille secrètement le camp, et il n'aurait pas l'occasion de tuer qui que ce soit. Si aucun joueur ne meurt, la probabilité qu'une de ces personnes ait le rôle du tueur augmente considérablement, ce qui nous aiderait à réduire le nombre de suspects potentiels. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce qui concerne le choix de la cible, tuer un des 2 gardiens est une très mauvaise idée, parce que l'autre gardien découvrira le corps et alertera les autres, ce qui laissera très peu de temps au tueur pour s'enfuir. Il serait bien plus facile d'assassiner tranquillement un joueur dans son sommeil et de retourner se coucher, parce que personne ne se rendrait compte de la mort de la personne avant le lendemain matin. Donc ça n'a aucun sens. Mais il y a une chose qu'on peut apprendre de cette situation. Shihachi a souligné qu'un projectile comme celui-ci n'aurait pas pu être tiré avec précision à plus de 10 mètres de distance. Avec 2 personnes qui montent la garde, il est fort probable qu'ils auraient entendu des bruits dans les buissons ou vu des mouvements dans la forêt, si quelqu'un avait été assez proche pour tirer l'aiguille. C'est pourquoi je suggérerais qu'on se sépare en 2 équipes et qu'on campe dans différentes parties de la forêt la nuit suivante. Si quelqu'un meurt dans l'équipe adverse, on pourra réduire le nombre de suspects à 3 joueurs et demander à des personnes de les surveiller secrètement jusqu'à ce que le tueur soit attrapé, et qu'il perde ainsi la partie. Le 3e jour, le groupe se dirige vers la forêt quand le joueur numéro 9 commence à paniquer. Il est terrifié à l'idée que le meurtrier puisse se trouver n'importe où et il s'assoit, refusant de continuer. Tirant le meilleur parti de la situation, cette fille leur dit qu'elle va aux toilettes. Mais alors qu'ils font une pause, ce type se met à hurler dans la forêt, narguant le meurtrier de venir le chercher. L'homme perd son sang-froid et il s'éloigne, faisant savoir à ses coéquipiers qu'il va faire pipi. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Soudain, ils entendent un cri, suivi de l'annonce de la mort d'un autre joueur. Terrifiés, les survivants courent dans la forêt et trouvent leur coéquipière en train de fixer le corps de l'homme paranoïaque. Un couteau a été planté dans son cou, et l'étudiant demande ce qui s'est passé. Mais ça sent pas bon. La jeune fille n'a pas été témoin du meurtre, et elle n'a vu personne à proximité. C'est alors que l'étudiant réalise que le couteau a pu être lancé, et il se souvient que le psychopathe de la dernière partie avait exactement les mêmes compétences. En regardant autour de lui, il aperçoit une carte dorée plantée dans un arbre, et il se rend compte que son adversaire est ici. Il prévient les autres qu'ils doivent continuer à avancer, mais la jeune fille insiste pour se séparer d'eux, expliquant que le tueur est plus enclin à chasser ses cibles au sein d'un groupe plus important. L'étudiant soutient que ça n'a pas d'importance, et il fait remarquer que le tueur doit avoir un moyen de les retrouver, mais la jeune fille
Chiachi s'en moque. Elle ne peut pas se permettre de perdre, et elle quitte ses coéquipiers, espérant que ça lui donnera une chance de survivre. Ce soir-là, les joueurs discutent de ce que le tueur va faire maintenant, et les filles s'inquiètent, mais l'étudiant les rassure. Tout va bien. Au vu du nombre de victimes, ils pensent que le tueur se limite à assassiner une personne par jour, mais ça ne veut pas dire qu'il ne les surveille pas. Le lendemain matin, cette fille sort de son sac de couchage et demande à son amie de l'accompagner pendant qu'elle va faire pipi. Elles partent ensemble dans les bois, mais ce sera leur plus grosse erreur. Quelqu'un attrape une des filles et la traîne au loin avant d'assommer l'autre. De retour au campement, cette joueuse se réveille, regarde autour d'elle et constate que ses coéquipières ont disparu. Elle réveille rapidement l'étudiant, lui dit qu'ils doivent retrouver les autres joueuses et ils partent tous les deux à leur recherche. Plus tard dans les bois, ils découvrent une paire de lunettes sur le sol et le garçon remarque un corps au loin. C'est une des filles disparues et il se rend compte qu'elle est en train de mourir empoisonnée. Mais quelque chose ne colle pas. Le maître du jeu n'a annoncé la mort de personne, et il n'y a qu'une seule explication possible. Le tueur a dû kidnapper l'autre fille pour pouvoir l'assassiner demain et ne pas dépasser le nombre de victimes qu'il a le droit de tuer par jour. Pendant ce temps, la joueuse numéro 7 fait une pause, quand une carte dorée sort de nulle part et se loge dans cet arbre. Soudain, le 11e joueur se révèle et menace de la tuer. La coéquipière capturée supplie le psychopathe de l'aider, mais au lieu de ça, il assassine la jeune fille sur le champ. La vraie tueuse est prise par surprise, et l'homme lui demande de s'assurer que la fille empoisonnée mourra ce soir. L'équipe gagnerait si elle ne le faisait pas, et il s'en va en laissant la survivante toute seule. Ok, ce type est un vrai malade. On vient de découvrir qu'il est le 11e joueur, et on a confirmé que la joueuse numéro 7 est la tueuse officielle du jeu. Il s'agit donc d'un agent double qui travaille contre l'équipe. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il vient d'augmenter ses chances de perdre la partie. Il est donc extrêmement imprévisible et personne ne connaît son identité, à l'exception de Chiachi. Ça pose un problème intéressant, parce que selon les règles, on n'est pas autorisé à partager des informations personnelles. Ce qui signifie que s'il essaie de protéger le groupe en leur disant ce qu'il sait sur le 11e joueur, il risque d'être éliminé. Ça pourrait compromettre leurs chances de gagner, mais il pourrait y avoir une échappatoire pour contourner ce problème. Les règles stipulent seulement qu'on ne peut pas révéler d'informations personnelles. Mais la frontière est très floue entre nous qui révélons des informations et quelqu'un d'autre qui les découvrirait si on lui en donnait l'occasion. Par exemple, au début du jeu, ce joueur a dit à tout le monde ce qu'il avait dans sa mallette, et ça lui a valu d'être éliminé, parce qu'il avait donné volontairement l'information. D'autre part, quand la fille a ouvert sa mallette et vérifié si les objets qu'elle contenait étaient empoisonnés, quelqu'un se tenant suffisamment près aurait pu facilement voir ce qu'elle contenait. La raison pour laquelle c'est important, c'est que ça fait déjà 4 jours qu'ils sont là, mais que personne n'a pensé à vérifier les effets personnels de chaque joueur. Jusqu'à présent, on a vu au moins 2 joueurs différents mourir à cause d'armes dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Ce qui signifie qu'il est fort probable que quelqu'un ici possède des objets qui pourraient prouver qu'il est le tueur. Dans cette optique, au lieu de demander à chaque personne de révéler les objets qu'elle possède, il est possible qu'un des membres de l'équipe oblige tout le monde à être fouillé, ce qui techniquement n'enfreindrait pas les règles. Si on trouve des armes sur un des membres du groupe, ça prouverait à l'étudiant que son ennemi juré n'est pas le suspect, et on pourrait gagner le jeu malgré tout. Maintenant, il y a un autre détail très important dont on doit tirer parti. Comme Chiachi doit faire des choses en fonction du nombre de personnes qui sont mortes jusqu'à présent, le schéma soutient l'idée que le tueur a son propre ensemble de règles qu'il doit suivre. D'après ce qu'on a vu, seule une personne meurt toutes les 24 heures. Et si la théorie est vraie, c'est un excellent moyen de forcer le tueur à se montrer. Ça signifie que tant que le groupe sera ensemble et se regardera, personne n'aura l'occasion d'assassiner qui que ce soit. Le tueur commencera à être désespéré, parce que s'il ne tue personne rapidement, il perdra le jeu. Dans cette optique, j'insisterai pour que les survivants s'assoient en cercle, se donnent la main et attendent littéralement que le temps passe. Si on guette les signes de désespoir chez un des joueurs, on trouvera le tueur et on gagnera le jeu. Dans une autre partie de la forêt, l'étudiant découvre que le véritable tueur n'est autre que la joueuse numéro 7. Et il se souvient que la fille avait donné un pot avec de l'eau à la première victime avant qu'elle ne meure. Elle a fait croire qu'il avait été tué par une aiguille empoisonnée et a dû tendre une embuscade à l'autre joueur en l'incitant à quitter le groupe. Ça signifie que la jeune fille a simulé sa mort et qu'elle est partie à la recherche des autres sans que personne ne le sache. Soudain, le maître du jeu annonce que quelqu'un a été assassiné et il est clair que la situation devient de plus en plus dangereuse. Mais l'étudiant a déjà un plan pour vaincre la tueuse. Pendant ce temps, la fille fuit le psychopathe et retourne auprès de la joueuse qu'elle a empoisonnée. Mais alors qu'elle se dirige vers elle, les survivants sortent de leur cachette. La joueuse fait semblant d'être choquée et demande s'ils ont vu le tueur. Mais l'étudiant révèle qu'ils savent que c'est elle la meurtrière et qu'elle n'a pas le droit de tuer d'autres joueurs aujourd'hui, sans enfreindre les règles. C'est alors que la jeune fille révèle que c'est le psychopathe qui a assassiné la coéquipière décédée, et l'homme de l'ancien jeu entre en scène, confirmant qu'elle dit la vérité. Soudain, leur coéquipière meurt à cause du poison, et la joueuse numéro 1 décide de se venger en ramassant un pieu en bois. Elle tente de poignarder la meurtrière, mais avant qu'elle ne puisse blesser la jeune fille, la tueuse lui prend l'arme des mains. La meurtrière est sur le point d'attaquer la joueuse et parvient à s'arrêter au dernier moment. Mais le psychopathe la pousse en avant, ce qui lui fait planter le pieu dans le cœur de la jeune fille. Le maître du jeu précise que la mort de la coéquipière étant un accident, personne ne sera puni. Son secret révélé, la meurtrière propose de quitter le jeu, sachant qu'elle ira ensuite dans le monde des perdants. Mais Chiachi est surpris et exige de savoir de quoi elle parle. La joueuse explique qu'il y a 2 mondes alternatifs. L'un est pour les gagnants, mais les perdants vont dans le monde réel.
Désespéré de voir si elle a raison, l'étudiant révèle des informations personnelles, ce qui le disqualifie du jeu. Et il retourne dans le hall de Die Now, où son ami l'attendait depuis tout ce temps. Ça fait 9 défis de relever, et il en reste 7. Ensemble, ils retournent à l'université et en consultant son téléphone, l'étudiant constate avec stupeur que 17 jours se sont écoulés depuis son arrivée dans le jeu. Plus tard, les étudiants discutent de ce qui s'est passé et ils découvrent qu'il n'est resté que 2 semaines dans le monde de Die Now, mais qu'il s'est écoulé 3 semaines depuis qu'ils ont franchi le premier portail ensemble. Confus, l'ami révèle qu'il n'a attendu que 10 minutes dans le hall, ce qui fait comprendre à l'étudiant que ce monde n'est peut-être pas réel. Personne n'a remarqué leur disparition, et c'est exactement ce qui s'est passé avec sa petite amie. Mais comme elle n'a été vue nulle part, elle doit toujours être piégée dans un jeu. Ils doivent agir vite s'ils veulent la sauver, et son ami lui propose de rejoindre le jeu pour l'aider à la retrouver. Plus tard dans le week-end, les garçons sont dans leur dortoir, mais quand l'étudiant ouvre la porte, il est choqué de trouver un portail menant au hall d'entrée de Die Now. La réceptionniste leur souhaite la bienvenue et leur annonce que leurs cartes de membres sont prêtes à l'emploi, et qu'ils peuvent désormais participer au jeu quand ils le souhaiteront. Déterminés à sauver la petite amie, les 2 hommes se souhaitent bonne chance et sont téléportés dans leur prochain défi. Ok, c'est devenu beaucoup plus intéressant. On vient de découvrir qu'on est en fait dans un univers parallèle et qu'on ne peut rentrer chez nous qu'en perdant. Il y a une mise en garde très importante à faire, parce que si un joueur a un solde de points négatif sur sa carte, au lieu de retourner dans son monde, il meurt. Ça signifie que toute personne qui franchit un portail Die Now doit gagner au moins une partie pour survivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que perdre est toujours une option qu'on pourra prendre sans se faire tuer. Le problème, c'est que la petite amie est peut-être encore coincée dans un jeu de la mort. Et d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, les nouveaux joueurs ne sont pas autorisés à entrer dans un jeu après qu'il ait commencé. Si la petite amie de Chiachi est coincée dans un jeu de la mort, ils n'ont aucune raison de penser qu'ils pourraient la rejoindre, la sauver et la ramener dans le monde réel. Ses amis sont en train de fonctionner sur la base d'un fantasme totalement infondé, ce qui signifie qu'ils doivent sérieusement reconsidérer la façon dont ils veulent sauver cette fille. Maintenant, le système de points peut devenir un énorme avantage ici, parce que l'étudiant a encore 15 points et demi qu'il peut utiliser pour se protéger de la mort. Si c'était moi dans leur situation, je rejoindrais un jeu et j'essaierais de le battre pour pouvoir entrer dans le monde des gagnants. Et une fois qu'on y sera, on pourra essayer de dépenser nos points pour obtenir autant d'informations que possible sur l'endroit où se trouve la petite amie. Puisque tout le monde a reçu des cartes, il est fort probable que l'agence Die Now possède des dossiers sur chacun de ses joueurs, et il y a de fortes chances qu'ils soient stockés dans le monde des gagnants ou dans une autre dimension alternative. Si quelqu'un qu'on connaît peut avoir plus d'informations sur la base de données de l'agence, c'est bien notre garde du corps, parce qu'elle est employée par l'agence et a déjà admis connaître beaucoup de leurs secrets. Si on peut confirmer où se trouvent les dossiers, on pourra peut-être convaincre les dirigeants de l'agence de nous laisser dépenser nos points de jeu de la mort pour obtenir les informations qu'on recherche et tenter de leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. En fin de compte, cette agence doit avoir une raison d'être. Et puisqu'ils font jouer tout le monde au jeu de la mort, ça a probablement quelque chose à voir avec la diffusion de divertissements, la collecte de données ou un processus de recrutement élaboré pour les candidats les plus intelligents et les plus impitoyables qu'ils peuvent trouver. Si on découvre ce que l'agence souhaite le plus et qu'on y fait appel, ça nous permettra de faire des offres qu'on n'aurait pas envisagées autrement. Et ça nous aiderait à trouver un moyen de sauver cette petite amie ridicule une fois pour toutes. L'étudiant se retrouve dans une pièce étrange où 2 autres joueurs l'attendent déjà. Mais il remarque que son ami n'est pas là. C'est alors que le maître du jeu leur souhaite la bienvenue au Running Man Challenge en leur expliquant que pour ce jeu, 2 équipes vont s'affronter pour atteindre l'autre extrémité du labyrinthe et que le premier groupe qui y parviendra gagnera 20 points. Un seul membre de l'équipe a besoin d'y parvenir, mais il y a un hic. À leur poignet se trouve un GPS qui les fera exploser au bout de 10 minutes, à moins qu'ils ne rechargent le minuteur. Des machines ont été placées sur le parcours à cet effet, mais chacune ne peut être utilisée qu'une seule fois par tour. Le jeu redémarre si aucune des 2 équipes n'a atteint l'objectif. Sur ce, on leur laisse 15 minutes pour trouver un plan. Le joueur 1 fait remarquer que les parcours qui ont le plus de machines pour recharger les minuteurs est long de 6,4 km, et que celui qui passe au centre ne fait que 4,5 km. Mais celui-ci ne possède que 2 endroits où recharger le minuteur en temps, et c'est clairement le parcours le plus difficile. Mais la jeune fille se porte volontaire pour emprunter ce chemin, leur assurant que c'est une coureuse de fond expérimentée. Leurs adversaires pourraient utiliser la même stratégie, mais l'étudiante explique qu'ils peuvent les désavantager en utilisant toutes les machines qu'ils croiseront. Ainsi, même s'ils devaient perdre, l'autre équipe ne pourrait pas recharger ses minuteurs, et le match serait nul. Acceptant le plan, le compte à rebours commence, et les joueurs sprintent à travers les couloirs avant d'atteindre les machines pour recharger leurs minuteurs. Mais quelque chose ne va pas. L'étudiant se rend compte qu'il n'a rencontré aucun de ses adversaires, et qu'aucun des chargeurs n'a été utilisé. C'est étrange. Il parvient à atteindre l'autre extrémité du labyrinthe où la jeune fille l'attend déjà. Mais il découvre qu'elle n'a vu personne d'autre le long du parcours, elle non plus. C'est alors que le dernier coéquipier arrive. Soulagés qu'aucun de leurs adversaires ne soit passé par là. Les autres sont choqués. Aucun d'entre eux n'a vu l'équipe adverse. C'est alors que le maître du jeu annonce soudain qu'ils vont être réénergisés. Une lumière brillante les éclaire et ils se lèvent en se sentant revigorés. Mais on leur annonce ensuite que le jeu va officiellement commencer à partir de maintenant. Pendant ce temps, le pote de l'étudiant se retrouve sur une série de plateformes avec d'autres joueurs, et le maître du jeu annonce qu'ils vont faire un tour d'essai pour les débutants. Dans ce défi, ils gagneront 5 points s'ils survivent 18 fois à la chute du ciel.
Ça semble étrange, mais les joueurs remarquent alors que d'autres plateformes descendent d'au-dessus d'eux et qu'elles vont écraser le groupe. Les joueurs sont terrifiés quand les plaques se figent en l'air. Et Mengxin remarque que certaines des plateformes situées en dessous s'illuminent. Celles-ci doivent être sûres, et il avertit les autres de monter dessus s'ils veulent survivre. Tout le monde réussit à monter sur l'une d'elles à temps. Mais alors qu'ils commencent à comprendre les règles, le maître du jeu annonce que le deuxième tour va commencer. Les joueurs se précipitent vers les nouvelles zones de sécurité et évitent de se faire écraser à mort. Mais au troisième tour, tout va de travers. Deux joueurs se disputent une zone de sécurité. Et alors que le temps est compté, l'homme pousse l'autre juste avant que le ciel ne s'effondre, ce qui fait de lui la première personne éliminée. Ok, c'est flippant. Si on se tient pas sur la bonne plaque quand le ciel s'effondre, on sera écrasé. Et comme il s'agit d'un jeu de la mort, ce serait pas surprenant que le nombre de plaques sûres diminue à chaque tour. Ça va poser un énorme problème, parce que, comme dans les chaises musicales, tout le monde va se pousser pour être sûr d'arriver le premier. La situation va devenir extrêmement violente. Mais quand on regarde la compétition dans cette pièce, il y a un homme qui a un net avantage. Ce gars est bâti comme un bulldozer. Il lui sera beaucoup trop facile d'utiliser la force contre les autres, et ça fera de lui le seul joueur encore debout. Ce genre de tactique va se retourner contre nous, et c'est pourquoi si c'était moi, je suggérerais plutôt des stratégies qui permettent de tester les limites du jeu. Par exemple, une personne pourrait ne pas être en mesure d'atteindre une plaque sûre à temps, mais on pourrait lui suggérer de se suspendre au rebord de la plateforme pour éviter d'être écrasé, et voir si le jeu l'autorise. À un moment, un des joueurs sera sûrement suffisamment désespéré pour tenter l'expérience, et tout le monde y gagnera. On pourra soit confirmer une nouvelle technique pour survivre, soit voir un joueur se faire éliminer dans le processus. Ce qui sera mutuellement bénéfique pour tous les autres survivants dans le jeu. Beaucoup d'entre eux ont peut-être les mêmes idées, mais ils n'osent pas les tester. Et si on a tous plus d'informations sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, ils pourront s'en servir pour se protéger et trouver de meilleures stratégies pour gagner. Quant à ces joueurs, le jeu semble facile, mais c'est en fait un des plus difficiles qu'ils n'aient jamais eu à affronter. Chacune de ces machines est située à 800 mètres, et il faudrait environ 3 minutes et demie à un humain moyen pour l'atteindre. Une fois qu'une équipe a utilisé une machine pour recharger son minuteur, l'équipe adverse ne peut plus l'utiliser du tout. Ça pourrait être un énorme problème, parce que si les autres n'utilisaient que 4 machines d'affilée de leur côté, on ne pourrait pas parcourir la distance de 2,7 km en 10 minutes. C'est une stratégie extrêmement efficace, et c'est exactement la raison pour laquelle Shihachi a dit à tout le monde de prendre des chemins différents, parce que le pire scénario serait que l'autre équipe fasse la même chose, ce qui aboutirait à un match nul. Ce qui est étrange, c'est que le maître du jeu leur a dit qu'ils allaient affronter une autre équipe de 3 joueurs qui courent dans la direction opposée. Mais après avoir traversé tous les couloirs, ils n'ont croisé personne. Il est possible qu'ils aient pris un autre chemin, parce qu'il y a des couloirs de liaison entre les parcours. Mais le problème, c'est que ce serait en fait une très mauvaise stratégie. Ces couloirs sont clairement plus longs. Il n'y a pas de machine le long du chemin, et ça signifie donc qu'il y a quelque chose de très suspect dans ce jeu. Il n'y a pas de raison que le maître du jeu nous mente, mais il est clair qu'il ne nous donne pas toutes les infos. Pour jouer avec la meilleure stratégie, il faut savoir exactement ce qui se passe, et c'est pourquoi si c'était moi, j'utiliserais ce premier tour uniquement pour tester les limites du jeu et du système. Furieux, les autres réprimandent le joueur 5 pour avoir fait tuer quelqu'un, et l'ami fait remarquer qu'il pourrait être disqualifié pour avoir enfreint les règles. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le 4e tour commence. Ils se précipitent tous vers les endroits sûrs, mais une fille glisse et la plateforme lui écrase la jambe. C'est horrible, et l'homme se rend compte que le temps entre les manches est de plus en plus court. Le 5e tour reprend rapidement et les joueurs se placent sur leur nouvelle position. Mais la fille supplie cet homme de l'aider. Elle est terrifiée à l'idée de perdre. Mais l'homme l'abandonne à la dernière minute, laissant la joueuse à son sort. Elle est la prochaine personne à être éliminée et les autres, sous le choc, ne peuvent que la regarder. Plus tard, le 9e tour commence et les plateformes au-dessus de la tête des joueurs tombent. Mais ils remarquent que les zones de sécurité n'apparaissent plus aussi rapidement qu'avant. Quand le sol s'illumine enfin, le groupe saute rapidement sur une plaque, mais une des filles tombe au sol et se retrouve écrasée par le ciel, ne laissant plus que 6 joueurs sur les plateformes. Il est clair que plus ils avancent dans ce jeu, plus le défi devient difficile. Et pour aggraver les choses, les plaques commencent à se séparer les unes des autres. Les survivants luttent pour garder l'équilibre et cette fille finit par tomber dans l'abîme. Quand le 13e tour commence, le groupe se précipite pour se mettre en sécurité, mais il n'y a pas assez de zones sûres. Alors cette fille saute sur une plaque où se trouve un autre joueur avant que le ciel ne s'écroule. Quand le ciel se relève, tout le monde se rend compte que le partage des espaces est autorisé. Mais l'ami sait que cette stratégie va se retourner contre elle. Dès le début du tour suivant, le groupe se sépare et le joueur avec la veste conduit sa copine en lieu sûr. Mais au moment où la fille s'engage sur la plateforme, elle le pousse accidentellement. Elle saute rapidement sur une plaque sûre avant que le ciel ne s'effondre. Et la joueuse est horrifiée par son erreur. La plateforme au-dessus d'eux tombe encore plus vite, et l'homme se rend compte que depuis le tour 10, le nombre de plaques sûres a diminué, ce qui signifie qu'il n'y aura plus qu'un seul espace pour se tenir debout à la fin. Le tour suivant commence, et tout le monde se précipite pour éviter d'être écrasé. Mais il remarque que la fille a survécu en s'accrochant à la plateforme. C'est une stratégie risquée, et juste au moment où elle se hisse, la joueuse est punie pour avoir enfreint les règles. Il ne reste plus que 3 personnes dans le jeu, et le joueur numéro 5 devra tout faire pour survivre. Au début du 16e tour, l'ami de l'étudiant remarque un motif, et à la dernière seconde, il saute sur une plaque. Il parvient à éviter les piliers et se rend compte qu'il avait raison.
Se remettant debout, il dit avec assurance aux autres qu'il a compris quelles seront les plaques qui s'allumeront. Et il révèle que la plaque derrière le joueur numéro 6 sera la dernière zone de sécurité. Mais il dit aussi qu'il n'y aura pas assez d'espace pour 2 personnes. À contre-cœur, l'intello insiste pour que son frère se tienne ici. Mais au moment où le culturiste passe, le joueur le pousse et il garde la place pour lui. C'est du pur sang-froid. Et comme il ne reste plus que 2 personnes, l'ami a déjà un plan au moment où le dernier tour commence. Il saute au centre au moment où le ciel s'effondre. Mais quand il se relève, il est le seul à être debout. Le jeune homme a compris que les formes des plaques sûres des tours précédents pouvaient être combinées pour prédire où se trouvera la prochaine zone sûre. Ce qui lui a donné l'indice dont il avait besoin pour survivre. Il a gagné le jeu et est transporté hors de l'arène. Ce qui fait 10 défis de relever et il en reste 6. Ok, c'est tout simplement dingue. Plutôt, ces joueurs ont réalisé qu'il n'y avait pas de danger à ce que 2 personnes se tiennent sur la même plateforme. Et c'était vraiment important. À ce moment-là, personne n'était prêt à prendre le risque, parce que le jeu pouvait les punir pour avoir triché. Mais cet instant prouve que le jeu aurait permis d'avoir plusieurs gagnants. Au lieu de ça, ce type a poussé son frère du rebord, ce qui n'était absolument pas nécessaire. Même s'il pensait que l'homme prenait trop d'espace à partager, on a de nombreuses preuves que c'est pas vrai. Tout d'abord, il est évident que ces plateformes mesurent environ 1 mètre sur 1. Et on peut voir ici qu'il y a encore de la place sur la plaque de ce bulldozer. Au lieu de considérer sa taille comme un problème, on devrait l'utiliser à notre avantage, parce que ça signifie qu'il est assez fort pour porter facilement un autre joueur. C'est pourquoi si c'était moi, j'insisterais pour que si je suis bloqué au prochain tour, il me laisse sauter sur sa plateforme et supporte le poids de mon corps. Il y a des chances qu'aucun d'entre nous ne meure tant qu'on se soutient mutuellement et qu'on continue à utiliser la stratégie jusqu'au dernier tour. Pousser cet homme du rebord peut sembler logique, mais il reste encore un joueur. Et s'il vient de vous voir poignarder quelqu'un dans le dos, il n'est pas question qu'il vous laisse partager sa plateforme. En ce qui concerne l'ami, je dois dire que c'est l'un des pires cas d'armure scénaristique que j'ai jamais vu de ma vie. Ce gars a agi comme un bouffon depuis le début, mais maintenant que sa vie est en jeu, il est tout à coup devenu plus balèze et plus intelligent qu'Albert Einstein. En tout cas, ce gars s'est rendu compte qu'après le 10e tour, chaque zone commençait à illuminer des motifs différents. Si on regarde ici, on peut clairement voir que ces 2 plaques sont complètement différentes. Et personne d'autre ne l'a remarqué parce qu'ils étaient tous trop occupés à regarder en l'air. Le plus difficile cependant, c'était de réaliser que ces motifs devaient être combinés avec d'autres plaques pour nous indiquer où se trouvera la prochaine zone sûre. Avec des manches de plus en plus courtes et des joueurs de plus en plus désespérés, il devenait extrêmement difficile de résoudre une énigme comme celle-ci. Surtout si on considère qu'il s'agissait du premier jeu de la mort de ce joueur. Si c'était moi dans cette situation, je pense qu'il ne serait pas si difficile de remarquer que les éléments éliminés sur les plaques sont différents. Mais même si on ne sait pas ce qu'ils signifient, on peut toujours les utiliser à notre avantage. La chose la plus intelligente à faire ici est de dire aux joueurs qu'on a compris l'énigme, mais en insistant sur le fait que le ciel est sur le point de tomber, qu'on n'a pas le temps de leur expliquer et qu'ils doivent nous faire confiance. Ensuite, il nous faudra mentir et dire qu'une plaque spécifique derrière eux sera sûre pour qu'ils soient distraits, et que quand les prochaines plaques s'allumeront, je puisse réagir bien plus tôt qu'eux. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, les joueurs entament leur 2e tour, et ils courent dans les couloirs s'arrêtant pour recharger leur minuteur à chaque machine. Tout à coup, l'étudiant entend une explosion au loin. Comprenant que le minuteur de quelqu'un a dû arriver à 0, il poursuit son chemin dans le labyrinthe. Mais c'est alors qu'il découvre qu'une des machines sur son chemin a déjà été utilisée, et qu'il doit changer de direction. Il trouve une autre machine et s'apprête à recharger son minuteur, mais il manque soudain de temps et explose, ce qui le renvoie à la ligne de départ. Il trouve la jeune fille assise au sol, mais tout à coup, ils entendent une autre explosion et leur dernier coéquipier entre dans la pièce. Aucun des 3 n'a atteint leur objectif, et le maître du jeu annonce qu'ils ont perdu, ce qui signifie que 5 points seront déduits à chacun d'entre eux. Si le groupe continue à échouer, il ne leur restera plus rien, et toute l'équipe mourra dans le monde réel. Réfléchissant rapidement, l'étudiant demande à ses coéquipiers de se souvenir pourquoi ils ont tous manqué de temps, et il apprend que les autres ont découvert que les chargeurs avaient déjà été utilisés. Mais pourtant, aucun autre joueur n'a été aperçu. La seule chose logique est que leurs adversaires se cachent d'une manière ou d'une autre, et ses coéquipiers suggèrent qu'ils passent le prochain tour à chercher les concurrents pour s'assurer qu'ils existent bel et bien. La jeune fille leur propose un plan astucieux. Ils doivent utiliser tous les chargeurs situés près de leur point de départ, et attendre dans le chemin de droite. Ils bloqueront ainsi les routes les plus directes de leurs adversaires, et si l'un d'entre eux arrive par la droite, ils pourront le rattraper. L'équipe se met donc en route pour exécuter son plan. Et l'étudiant surveille son emplacement, quand soudain, il entend une explosion. Ça doit être la fille, mais c'est alors qu'il entend une autre explosion, et qu'il se rend compte que ses 2 coéquipiers ont manqué de temps. Il ne peut rien faire. Et comme il n'y a que 10 secondes jusqu'à la fin de son GPS, l'étudiant explose lui aussi. Il réapparaît au point de départ où les autres l'attendent, et le maître du jeu annonce qu'une nouvelle manche va commencer. Frustrée, la jeune fille se plaint que ce défi est impossible à relever. Mais l'étudiant la calme et lui suggère de faire preuve de créativité. Il se pourrait que les adversaires se trouvent dans des endroits différents, mais que les chargeurs soient reliés numériquement entre eux. Ça signifie que les 2 équipes sont en compétition pour prendre les machines sans se trouver physiquement dans le même espace. Il leur dit que la meilleure chose à faire est de parcourir ensemble la route A en utilisant toutes les machines, mais en sautant A3 pour se précipiter d'abord sur A4. Ça devrait inciter leurs adversaires à modifier leurs itinéraires et les aider à gagner la partie. C'est la seule idée qu'il leur reste.
Alors que la manche commence, ils foncent vers A4. Mais juste au moment où ils arrivent, le groupe voit un câble se déplacer tout seul. La machine est utilisée par une personne invisible, et l'équipe explose, les renvoyant au début. Leurs plans ont échoué, et s'ils perdent encore un seul tour, ils mourront. Ok, ces gens sont complètement idiots. Chaque fois qu'ils élaborent un nouveau plan, ils échouent. Mais c'est pas en restant à attendre que quelque chose se produise qu'on gagnera. Au lieu de s'arrêter, le joueur aurait dû se précipiter pour attraper les câbles et recharger les minuteurs avant qu'il ne soit trop tard. Ça leur aurait permis de gagner pas loin de 5 secondes, et ça a suffi à ce joueur invisible pour les devancer à la machine et réinitialiser le jeu. Ce qui est encore plus embarrassant, c'est que c'est la seule fois que ça se produit. Plus tôt, quand Shihachi, ici présent, s'était lancé tout seul vers A5, il était presque à court de temps et à 2 secondes d'exploser. Au lieu d'attraper le câble, il s'est arrêté et a saisi la boîte comme si elle allait l'aider. C'est complètement débile. Dans ce jeu, il n'y a que 3 choses qu'on peut contrôler: notre trajectoire, notre vitesse et notre gestion du temps. Dans les courses compétitives avec de gros enjeux, les gens ont tendance à gagner à la seconde ou à la milliseconde près, ce qui signifie qu'on devrait faire tout ce qu'on peut pour réduire notre temps. C'est la seule chose qu'ils ne font pas. Et c'est pourquoi pour les 3 premières machines, je ne rechargerai mon minuteur que jusqu'à 5 minutes max, parce que ça me laissera encore assez de temps pour arriver jusqu'à la prochaine station de recharge. Si on est sûr que le prochain chargeur situé à 800 mètres ne sera pas encore utilisé, il est inutile de rester à attendre pour remplir plus de temps qu'il n'en faut. Si on regarde le temps sur son minuteur à A1 et A2, les 2 étapes ont pris moins de 5 minutes. Et s'ils font ça sur 4 stations, ça pourrait leur faire gagner 10 à 15 secondes. Ça fait une grande différence dans une course, et ça aurait pu les empêcher d'exploser quelques secondes avant d'atteindre la machine. Maintenant, le plus gros problème, c'est que l'autre équipe va réfléchir à des options similaires et qu'on n'aura pas assez d'énergie ou de temps pour arriver à A5 avant eux. Nous devrons courir au moins 3 minutes plus vite pour y parvenir. La meilleure stratégie consiste donc à penser différemment et à trouver une solution que personne d'autre ne tenterait pour gagner. Si vous vous souvenez du début du jeu, le présentateur a expliqué qu'un seul joueur devait arriver au bout. C'est pourquoi si c'était moi, j'insisterais pour qu'on prenne tous les 3 le chemin C, mais je demanderais aux autres joueurs d'enlever leur montre et de les laisser attachés au chargeur. On sait que C3 sera utilisé au moment où on arrivera. Mais si on laisse la montre derrière nous pour le prochain tour, elle sera la première à être rechargée à l'aide du chargeur avant que qui que ce soit d'autre ne puisse le faire. On peut également voir ici que le minuteur ne redémarre pas tant que le câble n'est pas retiré. Si nos coéquipiers se sacrifient, on peut faire le parcours seul et récupérer leur montre rechargée quand on passera devant les machines en utilisant 10 minutes complètes et en nous assurant que les autres joueurs ne les atteindront pas en premier. L'étudiant est frustré de ne pas avoir encore compris le fonctionnement du jeu, mais c'est alors qu'il se rend compte que quelque chose ne va pas. Le jeu s'est réinitialisé immédiatement après qu'il a explosé, au lieu de laisser ses adversaires atteindre la fin. Ça signifie que le jeu se moque de savoir si les adversaires gagnent, parce qu'ils ne sont pas réels. Il s'agit en fait de PNJ, basés sur les performances des joueurs lors du test. Sauf que le chemin qu'ils empruntent est inversé. La personne la plus lente de son équipe suivait le parcours A, tandis qu'il était en compétition avec un joueur du parcours B. Et ça donne une idée ingénieuse à l'étudiant. Il demande à la fille si elle peut courir 2,5 km en 10 minutes. Et elle pense que c'est possible, ce qui rend l'étudiant confiant quant à leur chance de gagner. Quand l'épreuve finale commence, les membres de l'équipe se précipitent vers A2 et rechargent leur minuteur, mettant ainsi leur plan à exécution. L'étudiant ordonne à son coéquipier de se rendre en A5 et de saboter la machine pour empêcher l'autre équipe de l'utiliser. Il demande ensuite à la jeune fille de lui sauter sur le dos, s'assurant qu'elle aura l'énergie nécessaire pour sprinter sur la dernière partie de leur parcours. Et il la porte à travers le labyrinthe. Ils parviennent à atteindre A5, trouvent leur coéquipier allongé sur le sol et réalisent qu'il a pu arracher les câbles de la machine de recharge. Ça garantit que leurs adversaires ne pourront pas l'utiliser. Et une fois sa tâche accomplie, le gars explose puisqu'il n'a plus de temps. Avec les forces qui lui restent, l'étudiant tente de continuer à avancer dans le labyrinthe, mais il s'écroule d'épuisement. Déterminée à atteindre la fin, la jeune fille est la seule à pouvoir relever ce défi, et elle agit rapidement en rebranchant les câbles dans la machine pour recharger son minuteur. Elle sprinte vers l'arrivée aussi vite qu'elle le peut et aperçoit les autres qui l'encouragent depuis le bout du couloir. Épuisée, la jeune fille franchit la ligne d'arrivée et saute dans les bras de ses coéquipiers. Le groupe vient de remporter le jeu et ils ont gagné 20 points chacun, ce qui fait 11 défis relevés et il en reste 5. L'étudiant est téléporté dans le monde virtuel de Die Now et retrouve ses amis. Il les rejoint à table et les salue, quand son meilleur ami se lève soudain et lui tape sur l'épaule en s'éloignant. Confus, l'étudiant le suit pour discuter, et il découvre que le jeune homme vient du monde réel. Il a réussi à relever son défi et tous les deux décident de passer le reste de la journée à s'amuser au parc d'attractions. Ce soir-là, l'étudiant fait ses adieux à sa petite amie de l'univers parallèle lorsqu'une joueuse qu'il a sauvée lors d'une partie précédente accourt soudain, insistant sur le fait qu'ils doivent parler. Rencontrant les garçons en privé, elle leur révèle qu'un joueur expérimenté a récemment défié l'organisation Die Now et prétend connaître son plus grand secret. Curieux, les étudiants demandent à la jeune fille si quelqu'un pourrait leur en dire plus sur ce que signifie défier l'organisation et sur la manière de le faire. Elle n'a aucune idée de la personne à qui il pourrait faire confiance et qui ferait partie de ce jeu depuis suffisamment longtemps pour leur donner une réponse. Mais c'est alors que son ami lui reparle du psychopathe. En tant que joueur de longue date, il pourrait avoir les réponses qu'il recherche. Et bientôt, l'étudiant devra relever 5 nouveaux défis qui défieront toutes les lois de la physique.
Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Die Now partie 2? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!